Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes donc sur l'ORTM, l'Office de radio-diffusion télévision nationale du Mali, en partenariat avec Africable Télévision. C'est pour suivre donc une émission spéciale destinée à faire une esquisse de bilan des 100 jours du gouvernement du docteur Cheikh Modibo Diarra. Comme on le sait, notre pays, cette année, en 2012, effectivement, a connu un véritable tsunami politico-sécuritaire. Coup d'État à Bamako le 22 mars, suivi une semaine plus tard par l'invasion totale de l'ensemble des régions du Nord par des rebelles et des islamistes. Le pays est ainsi plongé dans un chaos inédit pour l'ensemble des Maliens. Toutefois, l'accord cadre intervenu le 6 avril entre la CEDEAO et le comité militaire qui a pris le pouvoir à Bamako a permis l'installation d'un président par intérim et d'un premier ministre qui a formé son gouvernement le 24 avril. Deux missions principales ont été fixées à ces autorités: la reconquête totale de l'ensemble des régions du Nord et l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Aujourd'hui, 3 mois et 10 jours après, Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous pu réaliser sur l'ensemble de ces deux objectifs majeurs qui vous ont été donc assignés? C'est ce que nous essayons de voir dans cet entretien que j'anime avec 3 confrères. D'abord, Sekou Tangara de Africable Télévision. Sekou, bonsoir. Bonsoir Youssouf, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes également avec Madiba Keita, qui est journaliste au quotidien national L'Essor. Madiba, bonsoir. Et puis nous sommes également avec notre confrère Draman Aliou Kone. Draman, bonsoir. Vous êtes le président de l'ACEP, l'association des éditeurs de la presse privée. C'est bien ça. Bonsoir, M. Touré, bonsoir aussi à tous les Maliens. Monsieur le Premier ministre, voilà donc le panel de journalistes qui va vous poser quelques questions majeures au cours de cet entretien sur effectivement l'accomplissement des 5 jours de votre mandat, si on veut parler ainsi, à la tête du gouvernement du Mali. Et la première question que j'allais vous poser, c'est une question de mémoire. Quand vous avez été nommé, entre le temps que vous avez été nommé et le temps que vous avez pris fonction, Monsieur le Premier ministre, à quel moment précisément vous avez pu comprendre l'ampleur réelle de ce qui vous attend à la tête d'un gouvernement dans un pays presque en ruine? Vous savez, avant même d'avoir été nommé Premier ministre, l'intérêt que je porte à mon pays est tel que j'étais conscient de l'enjeu, même avant en fait les événements du 22 mars. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait amené à me proposer comme candidat aux élections présidentielles, parce que j'étais conscient que notre pays était en train de partir sur un chemin qui nous amenait droit au mur. Et les choses se sont précipitées le 22 mars, tout s'est écroulé, tout s'est effondré, tout ce qui était plus ou moins caché de la vue des gens est venu automatiquement, est sorti. Pour être bref, je voudrais vous dire simplement que je ne pense pas que de toute son histoire, notre pays ait atteint un niveau aussi triste que celui auquel on était le 22 mars et surtout le 17 avril lorsque j'ai été nommé Premier ministre. On va regarder le document qui fait 13 minutes et après on reviendra avec les questions des confrères sur les différentes thématiques. Il est vraiment l'homme de la situation. Moi, quand même, à mon avis. On ne sait rien de lui d'abord. La nomination de Cheikh Modibo Diarra a été une bonne chose, bien entendu, comme c'est un technocrate. Je pense que c'est une bonne chose. Bon, sur les défis qui l'attendent, je suis optimiste. J'ai les autres aussi à travailler pour l'intérêt général du peuple malien d'abord. Modibo Diarra, c'est quelqu'un que moi, je n'ai jamais connu. Je sais qu'il est bien. Bon, pour l'instant, je ne le connais pas, mais instinctivement, on lui fait confiance pour l'instant. C'est de vraiment restaurer vite la paix, parce que vraiment au nord, ça ne va pas. Sa première tâche doit être de vraiment sauver le nord du Mali. C'est l'ami à Bill Gates. À travers lui, les Américains peuvent nous aider beaucoup. Les novices, mais cela ne l'empêche pas de venir vraiment, dans la période actuelle, de faire quelque chose pour le Mali. Un homme fort n'est jamais influencé. Aucun politicien ne peut l'influencer. Il est fort que n'importe qui. Nous aimons des gens qui sont hors de l'ancienne classe politique. Voilà, et nous le félicitons, nous l'encourageons. Le peuple l'encourage aussi dans sa gestion. Qu'est-ce que la situation actuelle?
Bien sûr. Mais on n'est pas avec l'expérience, on n'est pas avec la chose, c'est question de volonté et de conviction. S'il a la conviction, Dieu merci. 3 mois seulement après la nomination du Dr Cheikh Modibo Diarra comme Premier ministre et la mise en place du gouvernement de transition, de nombreux et importants actes ont été posés par l'équipe gouvernementale malgré la grave crise politico-institutionnelle consécutive aux événements du 22 mars et le drame que vivent les populations du Nord après l'occupation des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Du 24 avril au 24 juillet 2012, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Sadio Lamine Sow, n'a raté aucun rendez-vous international consacré à la résolution de la grave crise que traverse notre pays. Certes, la suspension de la coopération entre le Mali et plusieurs pays ou organismes internationaux a considérablement influé sur l'intensité de nos relations avec la communauté internationale, mais au cours du trimestre qui vient de s'écouler, le Mali a poursuivi et même raffermi sa coopération avec les pays d'Asie et d'Océanie. De même, le ministère des Affaires étrangères a participé à toutes les rencontres prévues avec les pays voisins, notamment ceux du champ, ainsi qu'à toutes les réunions régulières de la CEDEAO. Le département a également œuvré aux côtés de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de la recherche de réponses appropriées à la crise malienne. Soucieux d'éviter à notre pays une nouvelle famine après la mauvaise pluviométrie de l'année dernière, le gouvernement du Dr Cheikh Modibo Diarra s'est fortement investi dans la préparation de la nouvelle campagne agricole, notamment en prenant toutes les dispositions pour assurer la disponibilité des intrants agricoles et des semences à des prix à portée de bourse des paysans maliens. Pour ce faire, le gouvernement a dû éponger les arriérés dus aux fournisseurs au titre des campagnes 2010-2011 et 2011-2012 avant de s'acquitter de l'intégralité des montants prévus pour la campagne en cours. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a également pris des mesures pour assurer l'approvisionnement des éleveurs en aliments bétail, notamment dans les localités les plus touchées par le manque de pâturage et la surpopulation des animaux. Et pour marquer son engagement auprès du monde paysan, le chef du gouvernement a lui-même présidé le lancement de la campagne agricole 2012-2013 à Katibougou. Quelques jours après la mise en place du gouvernement de transition, le Dr Cheikh Modibo Diarra a instruit au ministère en charge de l'éducation de réunir toutes les conditions d'une bonne organisation des concours et examens de fin d'année tout en renouant langue avec les principaux syndicats de l'enseignement en vue de renforcer le dialogue social. La réalisation de ces deux actions a permis à des milliers d'enfants maliens, y compris ceux déplacés du Nord, de passer leurs épreuves de fin d'année dans de bonnes conditions. D'autres épreuves spécialement organisées à l'intention des élèves déplacés auront lieu en octobre de cette année. Parallèlement aux préparatifs des examens, le gouvernement a réussi à ramener les élèves et étudiants autour d'une table dans le cadre de l'apaisement de l'espace scolaire et estudiantin. L'association des élèves et étudiants du Mali, désormais unifiée, promet d'aider le chef du gouvernement à faire de l'école malienne un véritable havre du savoir et de la paix. L'une des préoccupations majeures du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra au lendemain de sa nomination fut l'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité. C'est pourquoi les opérateurs économiques de notre pays figuraient en bonne place sur son agenda d'audience moins d'une semaine après sa prise de fonction. Puis, il instruira au ministre du Commerce, de l'Industrie et des Mines d'accorder des exonérations à tous les importateurs capables d'approvisionner le marché malien tout en s'assurant de la disponibilité de stocks suffisants sur l'ensemble du territoire national et à des prix à la portée de tous les Maliens. À la fin de la tournée qu'il vient d'effectuer dans les principales capitales régionales, le ministre Amadou Touré a donné l'assurance que le Mali ne connaîtra pas de rupture de stock, notamment en ce mois béni et sacré du Ramadan. Les prix fixés de commun accord par l'État, les importateurs et les commerçants détaillants du Mali sont déjà appliqués sur l'ensemble du territoire national, même si ça et là, certains commerçants tentent d'opérer des augmentations sur certaines denrées. L'État, à travers les structures chargées de la fixation et l'application des prix, veillera à l'exécution rigoureuse des mesures prises pour atténuer les souffrances des familles maliennes déjà confrontées à une situation économique, politique et sécuritaire des plus difficiles.
La reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays constitue sans nul doute l'attente la plus grande et la plus urgente de toute la nation malienne. Le docteur Cheikh Modibo Diarra, qui s'est engagé dès sa nomination à ne laisser un seul centimètre du territoire national sous contrôle des groupes terroristes qui ont occupé les régions du Nord, n'a cessé de rencontrer les chefs d'État de la CEDEAO et ceux des pays du champ dans le cadre de la recherche de réponses appropriées à la double crise sécuritaire et institutionnelle que vit notre pays depuis mars 2012. C'est dans ce cadre qu'il faut placer sa récente visite à Ouagadougou pour soumettre au président Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO, la feuille de route du gouvernement d'union nationale telle que prévue par l'accord cadre du 6 avril et souhaitée par les chefs d'État membres du groupe de contact pour le Mali lors de leur dernière réunion à Ouagadougou. Le docteur Cheikh Modibo Diarra s'est également rendu au Niger pour rencontrer le colonel Gamou, dont le patriotisme et la loyauté ont permis de sauver la vie plusieurs centaines de militaires maliens qui défendaient la ville de Kidal. L'armée poursuit la formation et la mise à niveau des différentes unités. En tout état de cause, les forces armées maliennes seront en première ligne lors de la guerre pour la libération des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Face au drame que vivent les populations déplacées ou réfugiées, ainsi que celles restées dans les zones occupées, le gouvernement a déployé d'immenses efforts pour apporter à nos compatriotes la solidarité de tout le peuple malien. En partenariat avec le Haut Conseil islamique du Mali, le bureau de la Croix-Rouge malienne et des associations comme Cris du Cœur, le gouvernement a pu ouvrir des corridors humanitaires en direction des principales localités occupées et dont la vie économique s'était arrêtée. Ainsi, plusieurs centaines de tonnes de céréales ont pu être acheminées et distribuées aux familles les plus démunies des 3 régions du Nord. Des dispositions spéciales ont été prises, notamment pour approvisionner les grandes villes du Nord en carburant pour y éviter la rupture de la distribution d'eau potable et d'électricité. Les hôpitaux et centres de santé ont également reçu des appuis en termes de matériel et de médicaments pour faire face aux urgences. Au nom du gouvernement de la République du Mali, le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour demander à l'UNESCO d'inscrire Tombouctou ainsi que le tombeau des Esquillas sur la liste du patrimoine mondial en péril. En acceptant la demande des autorités du Mali, la décision favorisera la coopération et le soutien de la communauté internationale en faveur des sites menacés. Placée sous le signe du dialogue, de la paix et de la cohésion sociale, la Semaine nationale du patrimoine culturel s'est focalisée sur le renforcement de l'unité nationale. Le Mali, un peuple, un but, une foi. Effectivement, la paix pour le bonheur de l'ensemble des Maliens. Monsieur le Premier ministre, vous venez donc de voir un petit condensé des activités de vous, de votre gouvernement, depuis 3 mois et quelques jours que vous êtes à la tête du gouvernement malien. Quel est votre commentaire sur cette vidéo d'abord? Je pense que cette vidéo nous donne une idée essentiellement de ce que ce gouvernement a fait, à part les aspects un peu plus intangibles, telles que les préparations effectives qui concernent notre armée, nos forces armées, et aussi ce qui se fait au plan diplomatique, qui sont des choses qui ne peuvent pas être partagées publiquement. Mis à part ces 2 choses, je pense que la plupart de nos actions ont été documentées effectivement dans ce petit film. On va vous permettre à certains confrères de vous poser des questions justement sur la première thématique de notre débat d'aujourd'hui, de notre entretien de ce soir. D'abord, la question du Nord. On va commencer par la question humanitaire. Sékou Tangara, vous avez une question pour le Premier ministre? Voilà. Monsieur le Premier ministre, depuis l'occupation des régions nord du Mali par les mouvements rebelles et islamistes,
plusieurs bonnes volontés se sont manifestées en faveur du Mali. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée générale, une estimation quelque peu chiffrée des différentes donations et de leur arrivée effective à destination? Très bien. Nous avons reçu de l'aide de certains de nos amis et il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Le premier pays qui nous a apporté de l'aide, à savoir 48 heures après ma nomination, était le Maroc. Et le Maroc nous a fait parvenir 2 cargos qui portaient à peu près, si j'ai bonne mémoire, 57 tonnes totales de farine, de riz, de sucre et de lait. Cela a été suivi de très près par un don de l'Algérie, un don de 3000 tonnes de riz. Ensuite, nous avons signé des accords qui sont en train de se concrétiser en ce moment avec l'Afrique du Sud, qui nous a offert un don de l'ordre de 7 millions d'euros. Et ces 7 millions d'euros, moi-même, j'ai eu à partager les différents volets sur lesquels je voudrais voir cet argent dépensé. Vous n'êtes pas savoir que l'Afrique du Sud dispose de très bonnes semences. Donc j'ai mis une partie de cet argent en leur demandant de nous l'envoyer sous forme de semences. Ensuite, le reste sous forme de graines et de lait et aussi de sucre. L'arrivage de ces dons n'ont pas encore commencé, mais cela ne saurait tarder. Nous avons également notre partenaire, la Chine, qui s'est engagé à nous faire parvenir aussi 3000 tonnes de riz. Et en plus de cela, quelques dizaines de milliers de moustiquaires imprégnés. Nous avons reçu de l'Égypte également l'équivalent d'à peu près une dizaine de tonnes en médicaments de toutes sortes. Et aussi, je crois que nous devons accueillir de la part de l'Égypte d'ici à une semaine quelque chose comme une vingtaine de tonnes de riz et de farine. Voilà essentiellement ce qui a été donné directement à l'État. Maintenant, il y a plusieurs pays et plusieurs organisations qui ont fait des dons massifs également, mais cette fois-ci à travers des organisations des Nations Unies et à travers des ONG. Ce qui nous a amené justement à essayer de coordonner la distribution de ces dons de façon à le faire, à les rendre efficaces et efficients. Vous avez la certitude que les donations ont été reçues par les principaux bénéficiaires, à savoir les populations? Nous avions énormément d'inquiétudes par rapport à cela, d'autant qu'on nous avait fait parvenir au départ des informations comme quoi au moins la moitié de ces dons, lorsqu'ils étaient acheminés vers le nord, étaient saisis par les occupants de ces villes. Alors, il se trouve qu'après vérification, cela ne s'est pas avéré, mais cela peut aussi être dû au fait qu'il y a eu un changement d'occupants. Parce que dans un premier temps, c'était le MNLA, et ensuite, maintenant, ce sont les Ansardine et les Moujao qui occupent ces villes. Et ces deux organisations n'ont certainement pas les mêmes caractéristiques et surtout pas les mêmes valeurs. Alors, donc, le plus important, à mon avis, est que le gouvernement continue à faire des efforts afin de ravitailler, n'est-ce pas, nos compatriotes qui sont pris otages dans leur propre maison. Et si cela veut dire qu'un certain pourcentage de ces dons que nous envoyons sont risqués, je pense que cela vaut la peine de prendre ces risques. Et la même chose, le plus important d'ailleurs, ce n'est pas tant du côté de la nourriture que ça l'est du côté des carburants. Vous avez suivi de très près lorsque Tombouctou était presque sur le point de tomber dans la nuit noire et avec leur accès à l'eau potable coupé, faute de gasoil. Ça, c'est un peu plus délicat parce que ce gasoil qu'on envoie, si nous l'envoyons en des quantités excessives ou si nous prenons pas le soin de l'envoyer de certaines façons, finit par se trouver, n'est-ce pas, dans les réservoirs des 4x4 qui conduisent justement ces bandits. Donc tout ça fait partie de la stratégie, essayer de ravitailler, n'est-ce pas, nos populations tout en essayant de minimiser les pertes le long de la route de distribution. On a vu cette année les nationaux fortement mobilisés dans la collecte et surtout l'envoi de ces dons-là. Comment vous appréciez ce tact?
Je l'apprécie à sa juste valeur, vraiment. Et d'ailleurs, c'est le lieu pour moi de souligner, pas seulement nous qui sommes là, les efforts que nous fournissons, mais de souligner nos compatriotes de la diaspora qui ont envoyé, rien qu'en argent liquide, un peu plus de 130 millions de francs CFA pour leurs frères et sœurs du Nord, en plus, n'est-ce pas, des achats de denrées qu'ils font directement et qu'ils mettent à la disposition, n'est-ce pas, de ces organisations non gouvernementales qui se chargent de les acheminer. La première chose que les Maliens attendaient de vous, c'est la reconquête effective des régions occupées. Sur ce point précis, on va vous poser une première question par l'intermédiaire de Dramane Aliou. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les Maliens s'impatientent. Il y a nos femmes qui sont violées, nos sœurs sont violées. Les gens sont dans un total démuni. Quelle est la stratégie que votre gouvernement a déjà conçue pour conquérir la partie nord de notre pays? Si je rentrais dans les détails de cette stratégie, mon ministre de la Défense ici m'en voudrait énormément. Mais laissez-moi simplement vous dire une chose. C'est que quelle que soit la combinaison en termes de partenariat que nous allons mettre en place pour aller reconquérir le Nord, il est évident que l'armée malienne doit jouer une place centrale dans cela. Et pour que l'armée malienne puisse jouer une place centrale, il est indispensable que nous puissions relever l'état moral de nos troupes, que nous puissions ressouder et renforcer la chaîne de commandement au sein de nos forces armées, que nous puissions équiper cette force armée, que nous puissions remotiver cette force armée. Et c'est en ce moment seulement que nous pouvons maintenant mettre à exécution toute stratégie. Ce que je veux dire ici, c'est que la situation est complexe. Elle est complexe dans la mesure où les partenaires qui pourraient certainement nous accompagner et qui ont un désir très fort de nous accompagner sont un peu, comment dirais-je, gênés par le fait que parmi toutes les forces qui occupent ce nord, il y a certains qui sont quand même nos compatriotes. Les gens du MNLA sont des Maliens. Les gens de Ansardine sont des Maliens. En plus de cela, maintenant, nous avons des bandes terroristes et nous avons des narcotrafiquants et des trafiquants d'ailleurs de tout ordre. Alors donc, il va falloir que nous puissions trouver très rapidement, pendant que nous sommes en train de nous préparer pour la guerre qui est inévitable, parce que je ne vois pas du tout, ce n'est pas en faisant du bruit avec nos sabres ou en donnant, comme je l'ai entendu hier soir, des ultimatums, que AQMI va se lever, plier bagages et partir. Donc, pour nous débarrasser des terroristes, pour nous débarrasser des narcotrafiquants, il va falloir qu'il y ait une guerre. Mais cette guerre n'est pas seulement la guerre du Mali, ça c'est une guerre de la communauté internationale. Mais avant que cette guerre, dans laquelle nous allons occuper néanmoins une place centrale, ne puisse être engagée, il est important que nous puissions négocier et faire en sorte de retirer des mains de ces narcotrafiquants et de ces terroristes ceux de nos compatriotes qui sont égarés, de façon à probablement accélérer le début des activités. Dans des situations comme ça, les gens se lèvent spontanément, ils forment des groupes, parce que tout le monde est pressé d'aller reconquérir notre territoire. Moi plus que tout autre, parce que c'est à moi que la mission a été confiée et à mon équipe. Le problème est qu'il faut être réaliste. Vous allez vous préparer, ce n'est pas en faisant, n'est-ce pas, des appuis avant dans un terrain de football, ce n'est pas avec ça qu'on va libérer le Nord. Il faut qu'il y ait plus que ça, il faut qu'il y ait le renseignement d'abord, bien organisé, sur les activités, les positions, les équipements dont dispose, n'est-ce pas, l'ennemi. Il faut, au-delà de cela, pouvoir coordonner nous-mêmes les activités à travers nos forces qui vont y aller. Il faut une logistique implacable. Vous savez, si vous envoyez dans un désert 6 à 7 000 personnes, ces 6 à 7 000 personnes doivent continuer de manger, de boire de l'eau, de se déplacer. Il faut mettre en place des carburants, sans compter les équipements militaires qu'il faut. Je ne vois pas ces groupes-là qui sont en train de se constituer, disposer de tous ces moyens logistiques. Donc, et vous savez que dans le combat, il est très, très dangereux de faire du bruit avec son sabre lorsqu'on n'est pas prêt à le sortir du fourreau.
Donc il vaut mieux attendre d'être préparé. Et lorsqu'on est prêt, on ira tous ensemble. Et en ce moment-là, l'ennemi saura. Et en plus de cela, dans l'art de la guerre, je ne suis pas un militaire, mais dans l'art de la guerre, même le temps choisi pour attaquer un ennemi, la place qu'on choisit pour attaquer un ennemi, les moyens qu'on choisit pour attaquer un ennemi, le nombre qu'on choisit pour aller à cette attaque, tout ça sont des secrets dont dépend la victoire justement d'une armée. Il va falloir que nous puissions, en tant que pays, comprendre ces aspects, avoir un peu de discernement dans ce qui peut être dit concernant l'armée et concernant nos efforts de guerre et ce qui ne peut pas être dit. Donc que les jeunes qui sont pressés, au lieu de se mettre en groupe indépendant pour aller s'entraîner, je leur suggère au contraire de s'approcher de l'armée pour que nous puissions les recruter dans une armée régulière et qu'ils puissent subir une formation régulière et disposer d'armes convenables pour se joindre justement à nos forces et augmenter nos chances non seulement de gagner, mais de le faire dans un délai bref. Vous avez parlé tantôt de négociation. On va négocier avec qui et jusqu'à quand on va continuer à négocier? Ça, c'est une très bonne question. Négocier avec qui? Nous allons négocier avec tous nos compatriotes, je dis nos compatriotes, qui sont prêts à abandonner l'idée de partager le pays, qui sont prêts à rentrer dans une république laïque, qui sont prêts à être des citoyens d'une république où tous les citoyens bénéficient des mêmes droits et des mêmes devoirs. Nous sommes prêts à entamer le dialogue avec ceux-là, qui peut-être, et peut-être, j'en suis même convaincu, peuvent avoir des revendications légitimes qui ne sont pas d'ailleurs des revendications propres à leur tribu, mais qui sont des revendications propres à tous les habitants maliens de la région. Moi-même, j'ai une maison à Kidal. J'ai passé beaucoup de temps à Kidal. Je sais le problème de route qu'il y a dans cette zone. Ça, c'est une revendication légitime. Mettre des hôpitaux et des écoles, des universités dans une région qui permet à des jeunes de rester dans leur région et de pouvoir y travailler, c'est légitime. Mais ce ne sont pas des revendications propres à des Touaregs. Ce sont des revendications propres à toutes les communautés, Sonrai, Peul, Bambara, Malinké, Dogon, Arabes et comment dirais-je, Berbères qui vivent dans cette zone. Donc, ce n'est pas la peine qu'un petit groupe qui constitue 10% de cette communauté s'approprie cela et en fasse une raison de vraiment prendre des armes contre son propre pays. Donc, une fois que nous aurons identifié ceux de ces groupes qui sont prêts à accepter l'intégrité territoriale du Mali comme un principe, qui sont prêts à accepter la laïcité du Mali comme un principe, qui sont prêts à ce que sur l'étendue de ce territoire en entier, il n'y ait que nos propres forces de sécurité qui puissent donner la sécurité à tous les citoyens, qui sont prêts à ce que la constitution du Mali soit la loi fondamentale sur toute l'étendue du territoire. Une fois que nous avons ces principes de base, n'est-ce pas, en ce moment, nous pouvons commencer à négocier en termes d'investissement, à négocier, surtout que nous avons aussi sur le plan politique un outil formidable qui est la décentralisation, qui nous permettra de regarder de façon très objective, n'est-ce pas, les différentes revendications et voir ce qui peut être fait. Est-ce qu'il n'y a pas immobilisme à ce niveau-là par rapport à l'option négociation? Aucun contact, du moins formel, officiel, n'a jusque-là été pris? Non, non, je pense que vous n'êtes peut-être pas informé, mais il y a des contacts, mais pas pour le moment, pas des contacts directs. Oui, il y a des contacts, mais qui ne sont pas des contacts directs, qui sont des contacts entre le gouvernement malien et le médiateur, entre les différents groupes rebelles, les Ansardine et les MNLA avec le médiateur, et aussi des contacts entre ces deux groupes et aussi tous les pays du champ, et allant même au-delà du champ. Lorsque je suis allé dernièrement au Niger, il y avait des contacts qui avaient été pris là-bas et des messages qui m'y attendaient. De la même façon, en Algérie, la même chose se passe. En Mauritanie, il y a probablement des contacts, mais là, on ne m'a pas fait part de ces contacts. Donc, il y a des contacts, il n'y a pas d'immobilisme. Il n'y a pas d'immobilisme. C'est-à-dire que l'art de négocier lui-même demande
à ce que nous puissions être dans une position confortable avant de commencer les négociations. C'est-à-dire, lorsque je suis arrivé à ce poste de Premier ministre, un des premiers messages que j'ai envoyés aux occupants, c'était qu'une bonne négociation, une négociation de bonne foi ne doit pas se faire avec le couteau sous la gorge. J'avais à l'époque demandé que les occupants de nos villes, sans perdre leur avantage militaire, se retirent des villes et permettre à nos concitoyens de reprendre une vie normale avec des activités normales. Cela ne leur ferait perdre aucun avantage militaire, de nous permettre d'ouvrir des couloirs humanitaires, même s'ils ne veulent pas que ces couloirs soient assurés par le gouvernement. Nous allons nous appuyer sur les ONG, sur des organisations comme la Croix-Rouge, sur des organisations comme le Haut Conseil, et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire pour ravitailler nos compatriotes. La partie qui concerne à abandonner, n'est-ce pas, les villes et à se mettre dans les périphéries, a été perturbée justement par les batailles entre les différents groupes. Cette bataille entre MNLA, Moujao, MNLA en fuite devant Moujao, ça profite à vous, au gouvernement, ou à qui? C'est-à-dire que cela fait aussi partie, n'est-ce pas, de l'art de la guerre. Vous savez, lorsque vous devez négocier avec des groupes, il est évident que chaque fois qu'un de ces groupes s'affaiblit, votre position de négociation se renforce. Et ces choses que vous voyez en train d'arriver sont des choses, n'est-ce pas, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, le MNLA est en train d'aller partout où négociation peut se faire et se dire prêt à commencer ces négociations. Si, certainement, Ansardine et Moujao ne les avaient pas chassés de toutes les villes et de toutes leurs positions, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas entendu cela. Maintenant, l'idée, c'est de voir maintenant les Ansardine et les Moujao. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font. Aujourd'hui, nous avons notre garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi la Cour pénale internationale sur certains actes qui ont été posés. Et à travers ça, je suis sûr que vous allez bientôt voir d'autres groupes qui vont vouloir se dissocier de tout ça et petit à petit nous amener à la place optimale où des négociations peuvent commencer. Surtout pendant ce temps, notre armée est en train de prendre de plus en plus de muscles et prendre de plus en plus d'esprit de bataille. Cela nous mettrait certainement dans de meilleures conditions qu'il y a 3 mois. Je voudrais parler de tous ces crimes qui ont été commis, notamment à Aiglog, le viol des femmes à Kidal. Face à toutes ces atrocités, quelle a été la réaction du gouvernement? C'est-à-dire que nous avons entrepris immédiatement à la formation du gouvernement de documenter, avec l'aide d'organisations de droits de l'homme, documenter les crimes qui ont été commis et notre garde des Sceaux, avec une délégation, vous le savez, revient de la Cour pénale internationale seulement en début de cette semaine, où nous avons déposé une plainte contre tous ces gens qui ont commis ces crimes-là. Et en même temps, lorsque nous avons assisté impuissants, n'est-ce pas, à la destruction de notre patrimoine matériel et immatériel à Tombouctou, là aussi, nous nous sommes précipités de signer, de finaliser les accords que nous avions avec l'UNESCO, de façon à ce que ces crimes-là aussi, maintenant, ont été considérés, n'est-ce pas, comme des crimes de guerre et qui vont faire, comment dirais-je, l'objet de poursuites à un niveau international. Donc, nous ne sommes pas restés, nous sommes pour le moment impuissants à aller chasser ces gens. Nous nous préparons à aller les chasser. Nous nous préparons le plus vite que possible. Vous-même, vous avez lu dans les journaux, certains ont parlé même d'un embargo qui ne dit pas son nom. Mais malgré tout cela, nous sommes en train de travailler pour aller faire ce que nous avons à faire le plus rapidement possible et le mieux que nous pouvons. Et en attendant cela, nous sommes en train de poser des jalons de façon à ce que tout ce qui a été commis depuis le début de cette guerre ne puisse pas rester impuni et que la communauté internationale nous soutienne dans cela.
Je voulais juste savoir, Monsieur le Premier ministre, au cas où l'option militaire prévaudrait, l'armée aura besoin de toutes ses composantes pour la reconquête du Nord. Est-ce qu'on verrait sur le théâtre des opérations, comme c'était le cas il y a quelques mois, le régiment des commandos para? Justement, quelle est la nouvelle officielle par rapport à ce corps? Dissous, pas dissous? Le verrait-on prochainement sur les théâtres d'opération? Vous savez, le ministre de la Défense, suite à la tentative de coup d'État du 30 avril, a jugé bon, pour amener la paix parmi ces hommes et ces femmes, de prendre cette compagnie et de relocaliser au sein de d'autres groupes les éléments de cette compagnie, le temps que la situation s'apaise et le temps que lui-même puisse faire une appréciation de ce qu'il y a lieu de faire après. Alors donc, lorsque le ministre de la Défense jugera le moment opportun et que ses réflexions sont complètes par rapport à ce qui va se passer avec cette compagnie, faut-il la recréer, faut-il la replacer ailleurs, faut-il la refonder avec d'autres? En ce moment, le ministre de la Défense viendra voir le gouvernement, nous fera une proposition et nous donnerons nos suggestions et en ce moment, vous serez informés. Est-ce que la force en attente de la CEDEAO viendra ou ne viendra pas à Bamako et sur le terrain par rapport à la récupération des régions du Nord? Vous savez, il y a eu beaucoup d'amalgames quand il s'agit de ce volet. La presse nationale et même internationale, à un moment donné, m'a accusé de dire que je ne voulais pas de l'aide de la CEDEAO, ce qui est totalement faux. Lorsque la CEDEAO a proposé son aide dans un premier temps, et si vous regardez jusqu'à présent les résolutions, même au niveau des Nations Unies, l'idée c'était d'envoyer des troupes pour venir sécuriser les éléments de la transition à Bamako. Il n'a jamais été question au début de venir nous aider à aller reconquérir le Nord. Et vous pouvez aller voir les informations et corroborer ça. Moi-même et le président de la République, Dioncounda Traoré, quand ils l'ont interrogé à Paris, a dit qu'il n'était pas question que lui, il soit protégé par des forces étrangères au Mali. Moi, j'ai dit qu'il n'est pas question que moi, je sois protégé au Mali ici par des forces étrangères au Mali. Le débat a porté sur ça pendant un moment. Ensuite, les choses ont évolué. La CEDEAO, maintenant, a offert de venir nous aider à restructurer nos forces pour nous permettre de sécuriser davantage la ville de Bamako et de les équiper. Ce qui n'est pas un problème pour nous. Ensuite, de prendre des forces et de venir, n'est-ce pas, nous aider aussi à former et à équiper nos forces armées en vue de la reconquête du Nord et peut-être même de les y accompagner. C'est pour cela qu'il y a une semaine, il y avait un groupe technique de la CEDEAO qui était là, qui a travaillé avec nos forces armées. Ils sont arrivés à des conclusions très intéressantes et ils m'ont fait les présentations. Et je leur ai dit que depuis que j'ai pris, mon poste, c'était la première fois qu'on venait me proposer quelque chose dans le volet solidarité. On m'a toujours parlé de sanctions, on m'a toujours parlé d'embargo, et pour la première fois, parce que nous, Maliens, nous avons participé à des forces de maintien de l'ordre à travers le monde, de l'Afrique jusqu'à Haïti. Donc, il n'y a pas de problème lorsque nous nous trouvons en difficulté que cette organisation dont nous sommes membres fondateurs, n'est-ce pas, vienne aussi nous prêter main forte. La question n'est pas là et il n'est pas question. Et donc, j'ai dit à ces gens qui m'ont présenté, n'est-ce pas, leur conclusion, qu'il y avait quelque chose qui manquait. On m'avait proposé des activités en 4 points, mais il n'y avait aucun chronogramme dessus. Donc je leur ai demandé de m'amener un chronogramme précis avec justement ce plan, afin que nous puissions maintenant nous asseoir et écrire une requête très précise, basée sur ce que les experts ont trouvé, qui identifie nos besoins, qui identifie leur capacité, le niveau auquel ils peuvent nous venir en aide, que moi je puisse maintenant écrire cette requête
et que nous puissions aller présenter ça aux Nations Unies et faire une demande d'intervention sous le chapitre 7. Voilà la réalité des choses. On s'attend quand même à un agenda, un chronogramme, parce que plus le temps passe, plus les rebelles, les islamistes s'incrustent et la récupération va être très compliquée. Mon cher ami, les islamistes se sont incrustés dans notre pays pendant 10 ans. Ce n'est pas en 3 mois que vous allez les chasser. Donc il faut arrêter cela. Il n'y a pas une force au monde qui peut chasser des islamistes en 3 mois. La preuve, regardez les forces des États-Unis, les forces de l'OTAN, de toute l'Europe combinées. Plus de 10 ans pour déloger ces gens de l'Afghanistan. Ce n'est pas une opération aussi simple que cela. Nous sommes en train d'aller le plus rapidement possible. Même lorsque nous allons pouvoir trouver des voies et moyens rapidement de libérer les grandes villes pour que les gens reprennent un sens normal de leur vie, cela va nous prendre des années pour pouvoir déloger ces gens-là du désert. Cela va nous prendre des années pour pouvoir construire et sécuriser tout notre territoire. Vous savez, nous avons, hérité d'un pays qui fait 1 240 000 km² et nous sommes 14 millions. Ce n'est pas facile de sécuriser 1 240 000 km². Donc ça va prendre du temps pour les sécuriser. Mais tout le monde parle de libérer le Nord comme s'il s'agit d'aller et que c'est une bataille qui peut se faire en un jour. Il faut qu'on se détrompe. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons faire vivre à nos pays, à notre pays, à nos populations, ils vont aller de déception en déception. Regardez un peu le cas de l'Afghanistan. Depuis combien de temps la plus grande puissance mondiale est en train de combattre ces gens là-bas? Avec l'aide de toute l'Europe et du monde entier. Depuis plus de 10 ans. Et ce n'est pas encore fini. Et ce sont les mêmes personnes, le même réseau qui s'est installé au Mali. Et il ne s'est pas installé au Mali le 22 mars, ni le 17 avril lorsque j'ai été nommé. Il s'est installé progressivement au Mali depuis plus de 10 ans, petit à petit. Et au lieu de les en chasser, nous avons toujours fait des compromis. Et des compromis. Alors maintenant, je n'accuse personne, nous sommes tous responsables. Moi, en tant que citoyen, je suis responsable de ne l'avoir pas empêché. Mais regardons la réalité en face. C'est notre complaisance à nous tous, de toutes ces années, qu'il faut maintenant nettoyer. Et ça ne peut pas se nettoyer ni en 2 mois ou 3 mois, et ça ne peut pas se nettoyer avec une équipe de 25 personnes. Il faut que tout le monde s'engage et qu'ensemble nous puissions travailler. C'est-à-dire que le temps que nous passons, en fait, à critiquer, à dire c'est lent et tout ça, si nous passions son temps à soulever et à faire vibrer la fibre patriotique de nos concitoyens, on irait beaucoup plus vite à la tâche que ce que nous faisons maintenant. Donc, Monsieur le Premier ministre, le débat autour de ce sujet peut être compris dès lors que le gouvernement précédent a été déchu, tout simplement parce qu'il ne voulait pas faire la guerre. Et pour le commun des Maliens, peut-être c'était normal, systématique, que le prochain gouvernement qui allait venir allait libérer les régions du Nord. Le prochain gouvernement va libérer les régions du Nord. Ce n'est pas ça le problème. Je n'ai jamais dit qu'on ne va pas le faire. Je suis en train de dire qu'il faut communiquer la réalité à nos concitoyens. Des terroristes qui se sont incrustés quelque part pendant 10 ans ne peuvent pas être délogés en 3 mois. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Quand la libération des régions Nord, Monsieur le Premier ministre? La libération des régions Nord a déjà commencé. Dès le moment où nous avons commencé à réfléchir à libérer le Nord, dès le moment où nous avons commencé à souder la chaîne de commandement au sein de notre armée, à le renforcer, dès le moment où nous avons commencé à créer des partenariats sur la scène internationale pour venir nous aider sous le chapitre 7 des Nations Unies, dès le moment où nous avons commencé à rééquiper nos gens, nous avons commencé la reconquête du Nord. Il ne s'agit pas de tirer, ce n'est pas le bruit du premier coup de feu qui déclenche la libération du Nord. La libération du Nord a commencé. Elle a commencé en divisant justement les gens qui occupent ce Nord. Ils sont en train de se battre et de s'affaiblir. Elle a commencé à travers cet affaiblissement par des tentatives de vouloir démarrer les négociations. Elle a commencé par le fait que nous avons ouvert des couloirs humanitaires
couloirs qui peuvent justement continuer à donner de l'espoir à nos concitoyens. À un moment donné, il n'y avait pas de couloir au début. Tout cela a commencé. Mais c'est-à-dire ce que je veux dire, il faut que nous puissions informer de façon réelle et de façon acceptable nos concitoyens. Ces terroristes qui sont dans le nord de notre pays, s'ils sont incrustés patiemment depuis 10 ans, et nous avons tous été là, nous avons observé passivement cela se faire. Et ce sont des gens, une fois qu'ils sont incrustés, malheureusement, ça pousse des racines jusque dans nos communautés. Parce que ce sont des gens qui vont se marier, qui vont avoir des enfants, qui vont poser des actes bénévoles avec nos communautés. Nous avons vu ce cas-là, n'est-ce pas, en Afghanistan. La plus grande puissance mondiale qui est les États-Unis, avec le soutien de toute l'Europe, est en train de se battre en Afghanistan depuis plus de 10 ans pour libérer l'Afghanistan. Il faut que nous soyons réalistes et que nous puissions dire à nos gens que lorsqu'on laisse une telle chose s'infiltrer dans son pays, on fait face à deux réalités. La première réalité, évidemment, nous sommes tous d'accord sur ça, c'est que la liberté n'a pas de prix. Mais la deuxième réalité, c'est que cette liberté a un coût. Et ce coût, ça va être la souffrance, ce coût, ça va être l'argent, ce coût, ça va être le temps, ce coût, ça va être tout. Il faut que les gens, honnêtement, le sacrifice. Et les jeunes qui prennent les armes dont vous avez parlé, les unités d'autodéfense, vous leur tendez la main ou vous leur dites d'attendre que l'armée soit prête avant qu'est-ce que vous en pensez? Je ne veux pas leur tendre la main là où ils sont ou leur dire d'attendre. Je leur dis simplement, si vous êtes intéressés à ajouter vos forces aux nôtres pour qu'on aille combattre le Nord, venez intégrer l'armée. Intégrez-vous dans l'armée. Vous allez bénéficier d'une formation appropriée et le moment venu, vous allez être équipés. C'est comme ça qu'on va faire une bataille. Ce n'est pas en improvisant. Parce qu'une bataille, c'est une coordination de plusieurs milliers d'hommes sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés qu'il faut coordonner à travers des systèmes de communication. Ce sont des échanges, n'est-ce pas, de renseignements sur les positions et les armes dont disposent les ennemis. Et tout ça, un groupe spontané ne peut pas avoir accès à ça. Et moi, je tiens particulièrement à la vie de chacun de nos jeunes concitoyens. Ce n'est pas la peine d'aller se mettre, comment dirais-je, à risque, alors que nous avons une armée nationale qui peut leur donner justement satisfaction en les formant. Sécurité juste au nord avec les crimes et tout ce qui s'ensuit, on en a parlé, mais insécurité aussi au sud avec les choses, tout ce qui a suivi les événements du 22 mars, puis après également le 30 avril. Dramane Aliou a une question pour vous sur ce volet. Monsieur le ministre, vraiment, les Maliens ont été scandalisés par l'agression de notre président de la République suite à ces locaux. Et ensuite, il y a l'enlèvement, l'agression des journalistes. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché au nom de votre commandement pour qu'on puisse arriver là? Vous savez, ça a quelque chose à voir avec une combinaison de plusieurs choses. Nous avons un pays qui est en guerre, dont les 2/3 sont occupés. Les gens sont démoralisés. Vous avez en même temps un pays, n'est-ce pas, où il y a un coup d'État. Et quelque temps après, même pas un mois après, ou peut-être un mois, juste un mois et une semaine après, il y a un contre-coup d'État. Et pendant ce temps, c'est la pagaille totale et la panique totale. Nous sommes sortis du cadre constitutionnel, nous sommes revenus le plus rapidement que cela se faisait, mais tout ça a besoin d'être remis en place. Et regardez autour de vous, regardez lorsque nous avons eu cette instabilité en Sierra Leone. Comparez la capitale de la Sierra Leone à ce que nous vivons à Bamako ici. Vous allez voir ce que ça veut dire insécurité en réalité. Je ne pardonne et je ne tolère pas la moindre insécurité. Mais des efforts ont été faits et nous sommes en train d'y travailler et nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que tous les citoyens soient en sécurité totale et leurs biens, y compris ceux du Nord. Mais dans un premier temps, au sud ici, nous allons y travailler. Et nous sommes en train d'y travailler. Comparer ce qui se passait au lendemain du coup d'État à ce qui se passe aujourd'hui à Bamako. Moi, j'ai vu la satisfaction sur le regard des experts de la CEDEAO qui sont venus ici, qui, quand ils partaient, ont dit « mais c'est bizarre, ce que nous lisons dans vos journaux,
ce que nous lisons à travers la presse, nous pensions que personne ne pouvait même sortir dans les rues de Bamako. Il faut à toute chose savoir garder mesure. C'est-à-dire que l'insécurité des fois aussi peut être créée même en informant les gens qui sont en insécurité. La psychose. La psychose, merci. Il y a une enquête qui a été ouverte, mais jusqu'à présent, les résultats tardent à venir parce que personne, pour le moment, n'a été arrêté à ma connaissance. Cela dit à quoi? Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Il y a 2 personnes qui ont été arrêtées, qui ont reconnu même avoir porté la main sur le président et qui sont détenues en ce moment. Il y a 2 autres qui sont suspectés, dont un militaire, qui sont en fuite, que nous sommes en train de chercher. J'avais même demandé aux autorités, n'est-ce pas, de la télévision nationale, de diffuser leur nom et leur visage, afin que les populations, n'est-ce pas, nous aident à le retrouver. Je vais vous dire une chose. Vous savez, cette enquête-là, moi j'étais de garde quand cela est arrivé. Bien que ce jour-là, mon bâtiment lui-même était aussi occupé par des milliers de gens, dans le même moment. Mais j'ai pu, moi, partir d'ici et aller là-bas. Et parce que j'étais de garde, j'ai demandé au ministre de la Sécurité intérieure de faire des enquêtes sur 3 choses. La première, d'abord, ce sont les gens qui sont physiquement connectés à ce qui est arrivé à notre président. Et ce n'est pas, ça va au-delà de cela. C'est-à-dire une institution a été violée, mais ces gens ont mis de la boue sur l'image de notre pays, ce faisant. Au-delà de cela, je veux qu'il y ait des enquêtes pour aller voir, est-ce qu'il y avait des complicités derrière cela? Et la 3e chose que je veux savoir, faire des enquêtes pour voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau sécuritaire ce jour-là, afin que cela ne puisse plus jamais se passer. Nous sommes en train d'y travailler, et croyez-moi, quand je dis ça, ce n'est pas pour faire passer le temps. Non, on y travaille au quotidien, et ce que vous voulez, malheureusement, on ne peut pas vous le donner. D'ailleurs, les députés m'avaient convoqué pour parler de cela. Je dis, mais monsieur le député, vous savez bien, votre propre article dit que vous n'avez pas le droit de convoquer quelqu'un pour parler d'une enquête qui est en cours. Moi, je ne peux pas violer le secret de l'instruction pour faire plaisir à des gens qui veulent simplement savoir. Laisser les choses prendre leur cours. C'est-à-dire que sortons de ce climat de suspicion, faisons-nous confiance jusqu'à preuve du contraire. Laissez mon équipe faire son enquête. Lorsque les enquêtes seront concluantes, on viendra vers vous avec les résultats. Et nous n'allons jamais arrêter jusqu'à ce qu'on puisse mettre le doigt sur la graine de cette affaire. Monsieur le Premier ministre, par rapport à l'agression du 21 mai, les 2 personnes qui ont été arrêtées, est-ce que ce ne sont pas des menus frétins? C'est quand même une première mondiale. Le Mali a été atteint dans sa première institution, fût-elle intérimaire ou de la transition. Est-ce que quand même la sécurité relève du gouvernement, l'encadrement d'une marche? On pouvait peut-être anticiper. Les marcheurs ont quitté la cité d'Antazi pour aller à Koulouba. Et on serait dans un prétoire, peut-être, monsieur le Premier ministre, on aurait dit au gouvernement responsable, mais pas coupable. Non? Vous savez, il faut faire attention. Si vous vous asseyez publiquement et vous dites que ceux qui ont arrêté sont des menus frétins, le ministre de la Justice est là, il va vous interpeller pour dire que si vous dites ça, c'est parce que vous êtes au courant de plus gros. Et vous allez devoir le dire. Nous, on ne connaît pas de gros poids. En toute honnêteté, le gouvernement est en train de mener des enquêtes honnêtement. Il est évident que ce jour-là, il y a eu beaucoup de choses. Les gens ont pris des photos, il y a eu des vidéos. Mais les photos et les vidéos, les gens qui sont là-bas, ça peut aider. Et on a interviewé, je me souviens, la première semaine seulement, il y a plus de 75 personnes qui ont été interviewées. Faites la distinction entre le fait d'être quelque part et le fait d'avoir commis un acte. Ce n'est pas parce qu'on est sur une photo, cela prouve qu'on était là-bas. Mais prouver que la personne a commis l'acte est beaucoup plus compliqué. Nous sommes en train d'y travailler, encore une fois. Et de toute façon, je vous dis une chose, c'est pour ça que j'ai demandé des enquêtes sur toute complicité. Parce que des actes ignobles comme ça, en réalité, ne sont commis que par des menus frétins. Les gros ne vont même pas sur la scène. Les gros tirent les ficelles de derrière la scène. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai commandité des enquêtes automatiquement sur toute possibilité de complicité. Et au-delà de cela, pour que nous puissions nous assurer que cela n'arrivera plus jamais, essayer de faire des investigations, un audit
de ce qui est arrivé au système de sécurité lui-même ce jour-là pour que cela ne se reproduise pas. Monsieur le Premier ministre, dans le cadre du contre-coup d'État que vous disiez tout de suite, il y a des gens qui ont été arrêtés arbitrairement, des gens qui sont portés disparus. Les familles, les femmes sont inquiètes aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de mener comme action pour que tous les Maliens soient traités sur le même pied d'égalité? Nous avons donné des instructions précises au ministère de la Justice et au ministère des Forces armées et de sécurité, qui sont en train de travailler ensemble. Vous savez, chaque fois que nous avons eu des informations, nous avons agi dessus. À un moment donné, on a entendu l'information qu'il y avait des gens qui étaient arrêtés, mais qui n'étaient pas que ce n'était pas dans le contexte de la justice. Le jour même où cette information m'est arrivée, le lendemain, tous ces gens étaient déférés entre les mains de la justice. Et chaque fois que nous avons des informations qui ont trait à ce genre de choses, nous ne restons pas indifférents. Et vous pouvez demander aux membres de mon gouvernement, que ce soit le jour où je les ai rencontrés pour la première fois en tant que gouvernement, que ce soit le jour où nous avons fait le séminaire gouvernemental, il y a deux choses que je leur ai répétées et auxquelles je tiens. La première, c'est que pendant que nous allons travailler dans ce gouvernement de transition, il est indispensable que chaque Malien puisse jouir pleinement de ses droits et qu'aucun Malien ne soit au-dessus de la loi. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est très important que ce gouvernement prenne le premier pas vers la bonne gouvernance, à savoir travailler, faire en sorte que notre administration travaille de façon impartiale, y compris la justice. Nous allons faire cela. Mais vous savez, si vous regardez, vous avez écouté, on a parlé de l'émission de Bigot ici. Regardez l'état dans lequel se trouve notre État. Notre pays, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Il y a des vieilles habitudes qui sont installées. Ce sont des habitudes qu'on ne peut pas effacer en 2 mois, 3 mois, 1 an. Le changement de mentalité, le changement de comportement pour que nous puissions arriver à nos aspirations à tous ici, à savoir une démocratie forte et réelle, va prendre des années. Ça va prendre des années. Ce n'est pas la peine de poser des actes spectaculaires. Ce n'est pas ça qui constitue un pays démocratique solide. Ce n'est pas des actes, des prises de position spectaculaires. C'est le travail minutieux de fourmi, d'être à l'écoute et de réparer chaque chose qui a besoin d'être réparée et de continuer à réparer. C'est ainsi seulement que nous allons créer une nation forte. Ce n'est pas sous la pression des gens qui vont aller trouver des faux fuyants, vous trouvez des solutions à la va-vite et tout le monde baisse les bras et va à ses occupations. En réalité, le problème a été simplement mis sous le tapis et n'est allé nulle part. Ça ne devrait pas être notre approche. Profitons de cette transition pour essayer de changer ce qui peut être changé et de mettre en place ce qui peut être salutaire pour nous dans le long terme. Malgré tout, l'impératif de temps, il est important pour les Maliens. C'est-à-dire que le point commun entre tout ce qu'on a dit sur l'agression des journalistes, l'agression des hommes politiques, dont certains ont quitté même le pays, auraient quitté le pays, ce n'est pas une information qui tient sur sûr. Le point commun entre tout ça, c'est que le temps passe, le temps est long, et plus il est long, plus la suspicion demeure. Oui, mais le temps passe, qu'est-ce que vous avez comme référence de temps? Dites-le moi. Combien de temps vous voulez aller libérer le nom? Moi, si vous me dites le temps dans lequel les délais vous voulez libérer, moi je vous dirai ce dont j'ai besoin. N'oubliez pas que nous sommes quand même en train d'équiper notre armée. Je parle surtout des enquêtes, monsieur le ministre. Les enquêtes, c'est des choses à précipiter. Et je l'ai dit au ministre de la Sécurité, c'est moi-même qui lui ai dit. Le jour où il y a eu l'agression, j'ai dit il faut faire des enquêtes. Le ministre est venu me voir le lendemain en me disant, je dis non. Il ne faut pas précipiter ces choses. Il faut les faire jusqu'au bout. Je ne veux pas que Dieu nous en garde, que cette nation punisse un innocent parce qu'on a été à la va-vite. Non, il faut faire des enquêtes approfondies. Il faut chercher les coupables, il faut chercher ceux qu'on soupçonne. Et tant que ces enquêtes-là ne sont pas finies, moi je ne vais pas diligenter une enquête pour faire plaisir à quelqu'un. Mais on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'à... C'est ce que je vous dis. Faites-moi confiance. On ira jusqu'au bout. Si je voulais des faux coupables, on aurait déjà pu vous présenter une douzaine de personnes. Comme c'est le cas, ça se fait de par le monde. Si vous voyez que tout ce temps, malgré le fait que vous plaignez
Nous vous avons au jour d'aujourd'hui présenté 2 coupables et 2 qui sont soupçonnés. Parce que dès qu'on a commencé à les chercher, ils ont disparu. Donc jusqu'à ce qu'on les interroge, on ne sait pas s'ils sont coupables. C'est parce que nous sommes en train de chercher la vérité. Souvent, chercher la vérité prend du temps. Mais si politiquement vous voulez simplement qu'on fasse un coup d'éclat et qu'on vous présente une demi-douzaine de badauds qu'on aura ramassés dans des endroits et tout le monde va dire l'enquête est finie, ça c'est facile à faire. Mais nous, les gens de mon gouvernement, nous ne pouvons pas vivre avec de telles choses. Ce n'est pas un standard qui est acceptable pour ce gouvernement. Dernière question. Monsieur le Premier ministre, vous allez dire à ceux-là dont les parents sont portés disparus aujourd'hui? Je veux dire à ces gens, d'aller voir le ministère, n'est-ce pas, de la Sécurité intérieure et d'aller annoncer et signaler la disparition des leurs. Et cela va déclencher une enquête. Et cette enquête va se faire. Voilà ce que je veux leur dire. Deuxièmement, je veux leur dire, n'écoutez pas, ne soyez pas pessimistes. Peut-être que vos proches qui ont disparu ne sont peut-être pas morts. J'ai appris que nous avons des éléments, des bérets rouges qui sont au Burkina, qui sont en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est parmi ça, je ne sais pas. Je suis en train simplement de dire, demandez à ce que des enquêtes se fassent et attendez les résultats de ces enquêtes avant de soupçonner qu'il y a un complot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complot dans ce gouvernement. Ce gouvernement est équidistant de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait le problème de ce gouvernement. Parce que nous sommes dans une communauté, nous avons pris de l'habitude au Mali ici, de polariser tout. Et quand tout est polarisé, la question qu'on se pose, est-ce que la personne est avec moi? Est-ce que le gouvernement est avec moi? Si la réponse est non, ça veut dire qu'il est avec l'autre. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et comme nous, on est avec personne et qu'on est équidistant, c'est pour ça, depuis 90 jours, tout le monde nous tape dessus depuis 100 jours. Qu'à cela ne tienne, je voudrais dire aussi, on parle de 100 jours ici, mais comptez ce que ces hommes et ces femmes ont fait en si peu de temps. Et ce n'est pas 100 jours en réalité. Lorsque nous avons commencé, mais tout le mois de mai pratiquement est parti, entre le scandale de l'agression du président, entre le coup d'État manqué à l'intérieur d'un coup d'État, le temps qu'on déblaye tout ça, c'est un gouvernement qui a à peine travaillé pendant 45 à 50 jours. Et dans des conditions dont nous n'avons pas parlé, permettez-moi de le signaler, c'est que depuis le 22 mars, toute la coopération internationale est suspendue. Pour une fois, le Mali est en train de vivre avec ses propres moyens, sans l'aide de qui que ce soit. Tout ce qu'on a fait, payer les salaires, n'est-ce pas? Donner des engrais aux gens et des semences, faire en sorte que l'école marche, donner, acheminer, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire sur nos propres centimes. Précisément, Monsieur le Premier ministre, par rapport aux enquêtes et par rapport à la gestion de la transition, quels sont vos rapports avec le comité militaire, précisément avec le capitaine Sanogo? C'est-à-dire que le rapport que j'ai avec le comité militaire est un rapport des plus cordiaux. C'est très cordial comme rapport, dans la mesure où nous avions des tâches à faire ensemble. Si vous regardez l'accord cadre nous a demandé de travailler avec le comité et de finalement finaliser un rôle pour ce comité-là au sein de l'armée. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi a été votée à l'unanimité par les députés, qui crée désormais, n'est-ce pas, un comité militaire qui va avoir des tâches très importantes pour l'armée en ce moment, à savoir aider, n'est-ce pas, à comprendre comment la meilleure façon, n'est-ce pas, de réorganiser cette armée, la meilleure façon de remotiver cette armée, la meilleure façon de pouvoir créer la cohésion au sein de cette armée. Voilà les tâches qui vont être confiées à ce comité. Et ce comité, bien que travaillant à l'intérieur du ministère de la Défense, donc, relève directement du président de la République. Et comme quand le président de la République n'est pas là, j'assure son intérim, je travaille avec ce comité, je suis en train même de travailler avec eux, maintenant que la loi a été votée, pour qu'ils puissent me donner une structure opérationnelle, afin que nous puissions opérationnaliser cela, et que cela aussi peut être mis dans l'enveloppe, n'est-ce pas, de l'effort de guerre de la reconquête du Nord.
On a parlé de la reconquête du Nord, mais pour qu'il y ait la reconquête du Nord, il faut d'abord un climat politique apaisé ici au Sud d'abord. Et ça veut dire que c'est le dernier volet sur lequel Tangara va vous poser une première question. Monsieur le Premier ministre, nous sommes à J-4 d'un ultimatum de la CEDEAO. Votre gouvernement est doublement critiqué tant sur le plan international que sur le plan national par une frange de la population, dont le FDR, qui demande votre démission. Est-ce que vous allez démissionner? Sinon, quelle sera la nomenclature du gouvernement d'union? Est-ce que ce sera un élargissement de l'attelage actuel ou bien tout simplement une recomposition, monsieur le Premier ministre? C'est-à-dire que ça, c'est une question très importante. Vous-même, vous avez vu le décalage entre ce que vous dites, l'opinion internationale. Vous avez vu le décalage entre ça et les populations du Mali. Vous avez entendu les gens. Avez-vous entendu une seule critique de ce gouvernement? Critique négative? Évidemment, quand des gens, n'est-ce pas, ont des moyens et qu'ils n'aiment pas un gouvernement, c'est leur droit d'utiliser ces moyens pour payer les journaux. Laissez-moi finir, pour faire du lobby. Et bon, la plupart de ces gens donc, qui constituent le gouvernement, en fait, les partis au pouvoir depuis ces 20 dernières années, ont une adresse, des carnets d'adresses bien remplis. Ils peuvent appeler les chefs d'État quand ils veulent. Donc le lobby peut aller bon train. Moi, je n'ai pas le temps pour la polémique. Moi, on m'a confié une responsabilité. C'est celle de diriger ce pays pendant la transition. C'est celle d'aller reconquérir le Nord. C'est celle d'organiser des élections crédibles et transparentes pour qu'il n'y ait pas de conflits post-électoraux. C'est celle de pouvoir maintenir, faire les travaux ingrats de l'administration, c'est-à-dire expédier les affaires courantes de l'État tous les jours. Mon gouvernement ici, sans l'aide internationale, avec une situation des plus menaçantes pour notre pays, parce que nous ne nous faisons pas d'illusions, vous savez. Moi, quand je me couche le soir, je dors avec la peur au ventre. Vous savez pourquoi? Parce que avec tous les groupuscules qu'il y a dans le nord de notre pays, dès que le Sud va devenir faible, nous allons devenir exactement une autre Somalie. Autant vous entendre avec la classe politique alors? Pas nécessairement. On ne peut pas s'entendre avec quelqu'un simplement parce que ça mène quelque part. Pourquoi vous ne dites pas à la classe politique de s'entendre avec le gouvernement? Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Moi, je ne réponds pas aux menaces. Vous devrez le savoir maintenant. Ce n'est pas parce que vous savez, vous faites des choses aujourd'hui en pensant que vous allez atteindre vos objectifs. Mais les vrais politiques qui sont beaucoup plus futés savent que le peuple est en train d'observer. Parce que c'est le peuple qui est l'arbitre final. Ce n'est pas la CEDEAO ou la communauté internationale qui va venir voter lorsque les élections vont se passer. Ils sont en train d'observer les faits et gestes de chacun de ces politiciens. Il n'a pas accès au micro, il n'a pas accès aux lignes dans les journaux, mais il a le bulletin de vote. Et ce gouvernement que les gens critiquent, le peuple dit qu'il aime ce gouvernement. Vous l'avez entendu vous-même. Nous sommes assis ici, je peux vous faire une liste de ce que ce gouvernement a fait en moins de 3 mois, en moins de 2 mois et demi, malgré la polarisation du climat politique, malgré toutes les attaques que nous subissons. Nous avons... Vous savez, il y a des gens qui ont le luxe de s'asseoir et de critiquer. Et d'autres ont le devoir de travailler. Parce que ces autres-là, on attend d'eux des résultats. Je parle à ces hommes et à ces femmes du gouvernement qui sont assis. Eux, on attend d'eux des résultats. Eux, ils ne peuvent pas rentrer dans la polémique. Parce que s'ils rentrent dans la polémique, notre pays va par terre. Nous sommes obligés de rester debout et nous allons rester debout. Et aucune de ces critiques-là, si elle n'est pas bien fondée, ne nous atteindra pas une minute. Vous voulez parler de démission? Moi, je ne démissionnerai pas pour la simple raison que je ne peux même pas démissionner si je le veux. Vous comprenez? Pour 2 raisons. La première raison est simplement d'un ordre académique. Vous avez lu l'accord cadre. OK? Si je dois démissionner, à qui je vais remettre cette démission? Dites-le-moi, à qui? Parce que l'accord cadre dit que le président ne peut pas accepter ma démission. Qui va la prendre? Je ne peux pas vous démettre non plus. Personne. La deuxième chose qu'il faut savoir, moi je suis un enfant de ce pays.
Ce pays m'a tout donné. Quand ce pays me confie une tâche, tant que je resterai debout, je ne vais jamais quitter, je ne vais jamais démissionner. Monsieur le Premier ministre, on est dans la logique de la fonction des gouvernements nationaux. Est-ce à dire que c'est vous qui allez faire le gouvernement ou c'est le président de la République? Vous savez, je vais vous dire une chose. On n'a jamais vu de mémoire d'homme nulle part dans ce monde, un président de la République qui fait un gouvernement. Évidemment que ce n'est pas le président de la République qui va faire le gouvernement. C'est moi le chef du gouvernement qui va faire le gouvernement que je vais proposer au président de la République. La seule différence, c'est que le président de la République va faire, comment on appelle ça, les concertations avec les politiques. Il va faire des concertations. Et une fois qu'il fait ces concertations, moi j'ai une idée déjà de l'architecture de l'équipe, de la nouvelle équipe que je veux. C'est laquelle? Parce que déjà avec 24 ministres, on n'a pas assez de ressources. Combien on va l'élargir dans le nombre où on va sortir des gens pour en faire entrer d'autres? Écoutez, sachez ce que vous voulez. Vous voulez qu'on aille à la reconquête du Nord et qu'on organise des élections et qu'on gère bien notre pays? Ou bien est-ce que vous voulez simplement être dans le gouvernement? Parce qu'on peut aider son pays sans rentrer dans un gouvernement. Ce n'est pas utile. Ce gouvernement tel qu'il est là, il représente tous les segments de notre nation. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a chrétiens, il y a musulmans. N'est-ce pas? Il y a jeunes, il y a moins jeunes. Il y a gens du Nord, il y a gens du Sud. Il y a Maliens de la diaspora, il y a Maliens de l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais vous voulez qu'on casse pour que d'autres rentrent? Il n'y a aucun problème. Si c'est à ce prix que nous allons pouvoir libérer notre pays, amenez-moi 50, je vais les inclure. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais il nous faut aller libérer notre pays. Si on doit le libérer à ce prix, il n'y a pas de problème. Et d'autres vont nous aider également à le libérer sans être dans le gouvernement, parce qu'on n'a pas besoin d'être dans un gouvernement pour soutenir son pays. Est-ce que la date butoir de la CEDEAO sera respectée? Parce que j'ai l'impression que les concertations traînent. Ça, c'est un des rares cas où je n'ai aucune pression sur moi. Aucune. Donc la balle se trouve dans le camp des partis politiques? Non, non, la balle ne se trouve pas. La balle ne se trouve dans aucun cas. La CEDEAO a fixé une date. Nous avons un président de la République. On est un pays souverain. Le président de la République a décidé que lui, il va faire les consultations. Quand il finira de faire ces consultations, moi, je formerai le gouvernement. Et si ça dépasse le 31 et que ça va au 31 août, eh bien, il n'y a aucun problème. C'est quand même notre président qui est en train de faire les consultations. Ou bien on va commencer à donner maintenant des dates butoirs à notre président de la République pour faire ce que lui-même il a envie de faire. Il faut être sérieux. Retournons dans la mesure. Retournons dans la mesure. Le gouvernement va se faire. Le président lui-même m'a dit qu'il veut qu'on fasse le gouvernement le plus rapidement possible. Mais la date butoir de la CEDEAO n'est qu'une date indicative. Encore une fois, au lieu de faire des choses dans la précipitation et de revenir en arrière dans 2 mois, et notre pays s'enlise tous les jours, prenons toujours le temps de faire les choses bien. On les fait une fois et on ne revient plus là-dessus. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Si cela prend 2 jours de plus ou 2 semaines de plus, on les prendra. L'accord cadre également, Monsieur le Premier ministre, nous permettait d'anticiper, d'éviter cet imbroglio, puisque selon l'accord cadre, depuis avril, il nous fallait un gouvernement d'union. Je vais vous dire, mon cher ami, on a 2 concepts différents. Moi, je suis quelqu'un qui suit l'activité de notre pays. Pour moi, dans ma tête, et je l'ai dit aux politiques en son temps, et je l'ai dit à la société civile, et je l'ai dit au Haut Conseil, ce n'est pas par mépris que j'ai créé ce gouvernement. C'est parce que dans ma tête, à moi, un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement qui réunit à son sein tous les segments de la nation, comme ce gouvernement-là. Il y a tous les segments de la nation là-dedans. Et je leur ai dit, j'étais convaincu de ça, d'autant plus que ce qui a mis notre pays dans le trou, c'est la confusion qu'il y a dans nos têtes entre union nationale et consensus. Le consensus tue, mes chers amis. Nous avons fait des consensus depuis des années. Et quand on fait le consensus depuis les années, personne n'est responsable. Moi, je n'ai jamais vu de ma vie. Un Premier ministre, c'est un capitaine d'une équipe. C'est un entraîneur d'une équipe. Comment est-ce que vous pouvez demander à l'entraîneur d'une équipe... De quitter l'équipe? Non, non, pas de quitter l'équipe, mais de faire rentrer les gens de vos choix.
dans son équipe. Les remplaçants aussi. En même temps, les remplaçants est de jouer. Et même, maintenant, vous vous attendez à ce que lorsque les résultats sont mauvais, qui va être responsable? Mon cher ami, si ça ne tenait qu'aux supporters, moi je peux vous remplir les rues de Bamako demain de gens qui disent ne touchez pas à notre gouvernement. Je leur ai dit que ce n'est pas utile. Parce que c'est le pays qui perd dans cette polémique. Ce n'est pas utile. Ceux qui veulent venir au gouvernement, venez. On va faire un gouvernement de 200, il n'y a pas de problème. Et d'autant plus, vous parlez de budget, de taille de gouvernement. Permettez-moi de profiter de l'occasion. Vous voyez ces hommes et ces femmes-là, du gouvernement? Ça fait 3 mois que nous travaillons tous. Aucun d'entre eux n'a encore été payé. Aucun. Ils ne prennent pas de salaire. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils n'ont pas encore été payés. Je n'ai pas dit que... C'est-à-dire, ne transformez pas les choses. Le français est clair. J'ai pas dit... J'ai dit ils n'ont pas encore été payés. Aucun de ces gens. Il faut un sacrifice d'attendre. Je n'ai pas... Oui, ils attendent. Tout le monde doit attendre. Tout à fait. La priorité, ce n'est pas ça. La priorité, ce n'est pas d'être dans le gouvernement. La priorité, c'est pas... Vous-même, vous avez dit, on a des jeunes maintenant qui ne sont même pas dans l'armée, qui veulent aller s'engager et combattre. Mais que les politiciens fassent la même chose, restez en dehors du gouvernement, aidez-nous à sauver le pays avec votre expérience et vos capacités, mais faisons vraiment, travaillons en symbiose. Parce que mon pays, j'ai mal pour mon pays, j'ai mal. Parce que lorsqu'on regarde les nouvelles, lorsqu'on lit les journaux de ce pays, lorsqu'on regarde les nouvelles de ce pays, lorsqu'on écoute RFI, les déclarations sur RFI sur ce pays, cela nous donne l'impression que tout le monde est plus intéressé en l'avenir de ce pays que les Maliens eux-mêmes. Monsieur le Premier ministre, vous avez produit une feuille de route pour la marche de la transition, d'ailleurs dont le contenu a été critiqué par l'opposition. Est-ce que cette feuille de route sera encore d'actualité après la formation du gouvernement d'union nationale? Bien sûr, c'est ce gouvernement nouveau qui va venir, qui va être à la charge, n'est-ce pas, de mettre en œuvre cette feuille de route. Et le contenu? Le contenu? Mais le contenu, on n'a même pas besoin de feuille de route. Le contenu de la feuille de route a été écrit dans l'accord cadre. On nous a dit, libérer le Nord. On nous a dit, sécuriser le Nord. On nous a dit, amener au Nord l'administration et ensuite, faites revenir les populations dans le Nord. Ensuite, faites, comment dire, un fichier électoral crédible et organisez des élections. Voilà la feuille de route. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce n'est pas compliqué ça. Qu'est-ce qui doit changer là-dedans? La seule chose qui doit changer peut-être, c'est d'ajouter un petit détail en disant, bon, si nous avons besoin de mettre un chronogramme, comme on ne peut pas mettre un chronogramme sur quel jour précis, à quelle heure on va libérer le Nord, personne ne peut le dire. Seul le bon Dieu sait ça. Mais l'autre partie sur laquelle on peut mettre le chronogramme, c'est la deuxième partie, et pour ça, nous avons besoin de nous entendre sur le champ de fichiers qu'on veut et de faire un audit indépendant du fichier tel qu'il existe. Peut-être que le fichier tel qu'il existe, si on fait un audit aujourd'hui, cela nous prendra peut-être 2 semaines pour le compléter. Ça peut nous prendre 6 mois pour le compléter. Sans l'audit, on ne peut pas le savoir. Et une fois qu'on sait ça, la feuille de route, elle est simple, elle est claire. Pour terminer ce débat, on a répertorié un certain nombre de questions sur lesquelles je souhaite qu'on revienne très succinctement. Chacun des journalistes va vous poser une question sur un domaine bien précis. Commencez par moi et on termine le débat sur ce point. Sur le tourisme, l'économie, vous avez parlé de tous les problèmes que nous avons, l'arrêt de la coopération internationale, l'arrêt du tourisme, les entreprises ferment. De quoi on vit aujourd'hui? Vous savez, le problème est que souvent, en voulant faire du mal, souvent, à quelqu'un, souvent en vouloir critiquer fondamentalement et foncièrement quelqu'un, souvent on se fait du mal à nous-mêmes. Moi, je connais beaucoup de pays environnants où les capitales ont moins de sécurité que Bamako. Mais parce que nous-mêmes, les Maliens, nous passons beaucoup de temps à critiquer ce qui se passe dans notre pays. Les gens ont arrêté de venir, ils ont peur. Même nos compatriotes qui sont en Europe, j'en ai vu quelques-uns. Certains d'entre eux ont pu venir, j'ai pu les convaincre. Quand ils sont venus, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Ce qu'on voit à travers les médias n'a rien à voir avec la réalité. Si nous faisions les critiques et les choses dans la mesure, les gens continueraient à venir. Mais qu'à cela nous tienne, c'est-à-dire le gouvernement a un rôle. On a un rôle, c'est d'exprimer la solidarité envers toutes les couches. Nous sommes maintenant à un moment où il n'y a pas d'argent. Et pendant qu'il n'y a pas d'argent, nous devons quand même fournir un effort de guerre
La preuve, c'est que vous êtes tous pressés pour que la guerre commence et qu'on libère le Nord. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. On n'en a pas. Donc on racle les fonds des tiroirs pour équiper l'armée. Pendant ce temps, la perception, n'est-ce pas, d'insécurité dans notre pays fait que le tourisme s'est arrêté. Nos objets qui sont à l'origine souvent de ce tourisme, le patrimoine matériel est en train d'être détruit de façon permanente. L'État va trouver le moyen d'exprimer sa solidarité à chacune de ses couches. Comme on les a exprimées à nos parents du Nord, comme on les a exprimé cette solidarité-là à ceux qui sont venus du Nord dans des familles du Sud, qui les supportent, on est obligé de les supporter aussi. De la même façon, j'ai convoqué les ministres, comment dirais-je, de l'énergie et de l'eau. J'ai parlé avec d'autres ministres. Je leur ai demandé de créer un environnement qui permettra justement au secteur privé de pouvoir flotter et d'avoir un peu d'oxygène. Si ces gens-là sont en train de consommer de l'électricité, si ces gens doivent payer des impôts, que le gouvernement, le ministre des Finances et le ministre de l'Énergie et de l'Eau essayent de surseoir à ces choses-là pour les laisser vraiment respirer. Dans le même temps, le gouvernement qui travaille avec ces hôtels, en général, travaille à crédit. On a des dettes accumulées. Je sais par exemple que rien que l'hôtel Salam, l'État doit à l'hôtel Salam plus de 800 millions de francs CFA. Que l'État fasse un effort pendant que nous sommes en train de faire le travail d'acheter des armements pour nos troupes, qu'on trouve un peu pour que ces gens-là continuent de vivre et de respirer. Parce qu'en réalité, c'est ce secteur privé-là qui crée de l'emploi pour les jeunes. Ce n'est pas le gouvernement, c'est eux. C'est eux qui créent de l'emploi, c'est eux qui créent la richesse. Donc il est de notre devoir de continuer à travailler, à œuvrer, à réfléchir pour trouver les voies et moyens de mettre en place un environnement pour qu'ils puissent vraiment tenir jusqu'à la fin de cette période. Et j'espère qu'avant très longtemps, après les rapports que les uns et les autres vont voir sur ce pays, que le monde entier verra que venir à Bamako, aller à Ségou, aller à Tombouctou n'est pas plus dangereux que d'aller à Abidjan, à Bouaké, ou bien d'être à Lagos, ou d'être à Johannesburg. Au contraire, au contraire. Le retour de l'aide publique au développement, vous l'espérez quand? Ben vous savez, la coopération avec les pays va très bien, en réalité. L'aide est suspendue, mais il y a la coopération, parce qu'il y a des coopérations sur plusieurs niveaux. Au niveau de l'aide, humanitaire, cela a continué. Au niveau des soutiens par rapport à nos efforts de guerre, pour savoir exactement ceux qui vont nous aider, même aux Nations Unies, pour les résolutions et tout, ça continue dans ce... On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Parce que, justement, cela va arriver, comme vous l'avez dit, lorsque nous-mêmes, à Bamako ici, nous allons arrêter de nous tirer dessus. Parce que chaque fois que nous nous tirons dessus, les gens qui veulent revenir regardent ce coup de feu et disent « Ah, peut-être qu'il y a encore un problème ». Au départ, c'était le retour à l'ordre constitutionnel. On est revenu à l'ordre constitutionnel. Ensuite, c'était parce qu'on voyait le capitaine Sanogo trop souvent à la télé. Ensuite, c'était parce que jusqu'à présent, il y avait des militaires qui étaient arrêtés devant la station de télé et, n'est-ce pas, l'aéroport. Mais soyons sérieux, à Roissy, vous avez vu des militaires se promener là-bas avec des armes. Des pirates. Voilà. Mais non, c'est pour vous dire, tellement ce truc est ridicule. Bon, de toute façon, le problème, c'est que heureusement, le gouvernement n'est pas arrêté en attente de cette aide. Nous continuons de travailler, nous sommes en train d'apprendre une nouvelle leçon. Cette leçon est que ce pays, au moment le plus difficile de son histoire, est en train d'essayer de s'en sortir sans l'aide de personne. Ça, c'est une très, très, très bonne leçon pour la première fois. Et c'est ça, à mon avis, qu'on appelle souveraineté. Pour une fois, nous vivons de façon souveraine. Parce que tout ce que nous faisons, nous ne le devons qu'à nous-mêmes. La seule chose qui nous manque pour compléter ce tableau, c'est le sursaut patriotique. Que les gens enterrent leurs armes, que les ambitions personnelles disparaissent
et que les gens se mettent ensemble pour travailler. Ceux qui veulent venir au gouvernement, tu n'as pas besoin de critiquer ton gouvernement, ton pays et tout ça pour rentrer au gouvernement. Dis simplement, je veux rentrer au gouvernement, on l'ouvre, tu rentres. Il n'y a pas de problème. Si tu es compétent et si tu passes évidemment une bonne enquête de moralité, parce que tous mes ministres ont été assujettis à des enquêtes de moralité très approfondies. Ça, c'est un critère auquel personne n'échappera. Mais une fois qu'on fait ça et qu'on est compétent et on échappe à ce test, on peut venir, il n'y a aucun problème. En attendant, on va voir ce que vos autres gouvernements ont fait en 5 jours sur le secteur de l'éducation. Monsieur le Premier ministre, apparemment, vous certifiez de la tenue des examens dans les écoles à Bamako et dans les autres régions. On dit qu'il y a 30 000 enfants maliens qui sont dans les camps de réfugiés. Quel est leur sort en termes d'examen, en termes de scolarité? Nous avons 3 ministres. Le ministre chargé de la famille, n'est-ce pas, et de la promotion de la femme et de l'enfant. Le ministre qui a la charge des actions humanitaires et le ministre de l'éducation, chargé de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ces 3 ministres ont déjà commencé, ils ont fait une tournée, n'est-ce pas, dans tous les camps qui se trouvent au Burkina. Je crois qu'ils en ont fait 2 ou 3. Et là-bas, ils ont recensé non seulement les familles, mais tous les aspects, n'est-ce pas, de la vie au quotidien de nos compatriotes. Ils sont en train de voir même comment, du point de vue des examens, nous pouvons, à une date qui va venir, faire des examens pour ces enfants. Ils ont mis en place des systèmes pour essayer de les encadrer pour que les cours puissent leur être donnés. Et je crois que c'est cette semaine qu'ils vont aller au camp du Niger et ensuite au camp de Mauritanie. Parce qu'entre le Niger, la Mauritanie, l'Algérie, le Burkina, qui sont les principaux, nous avons à peu près 200 000 de nos concitoyens qui sont déplacés. Mais il y en a quelques-uns, je crois qu'au Togo, il y a même 2 qui sont allés au Togo, se réfugier là-bas aussi loin. Donc nous sommes vraiment en contact permanent avec tous ces gens. Nous suivons tout et nous sommes attentifs à tous les détails. C'est-à-dire au plus haut niveau de notre gouvernement, on est au courant des détails. Je vais vous donner un détail. Quand mes ministres sont allés là-bas, les rapports qu'ils ont écrits, je les ai lus et relus. Et un détail a frappé mon attention, c'est qu'en effet, les gens qui sont du Nord, moi-même ayant vécu un moment à Kidal, leur envoyer que du riz et du sucre n'arrange pas grand-chose. Ce sont des gens qui ne mangent pas beaucoup de riz. Ils ont demandé des dattes plutôt et du lait et du thé. Et nous avons tenu compte de cela. J'ai donné au ministre, comment dirais-je, de l'action humanitaire, c'est hier ou avant-hier, après le conseil de ministres, je viens de mettre à sa disposition 16 tonnes de dattes à envoyer dans ce camp-là. Et ça dit que nous sommes vraiment attentifs à tout ce qui se passe. Mais convenez avec moi qu'en cette période, il y a trop de fronts. Le gouvernement est pris par la gorge, même avec les moyens. Si un gouvernement qui n'est pas bien structuré ne peut pas faire face à toutes ces urgences. Il y a des urgences sur tous les fronts. Sur le front de l'école, mais ce n'est pas le front de l'école tel qu'on le connaît, mais l'école éclatée entre 5 ou 6 pays. Nous avons des problèmes sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'armement, sur le plan de l'argent, des finances, sur tous les plans. Imaginez que le gouvernement, que Dieu nous en garde, M. Tchénan Koulibaly ne contrôle pas bien ses assiettes et que le mois prochain, on n'arrive pas à payer les gens. Mais si à tout ce que nous vivons vient s'ajouter la fronde sociale dans les rues, ce serait intenable. On va basculer. Non, ça dit que tout le monde va basculer, vous et moi, avec tout le monde. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Nous sommes au bord du précipice, mais ce n'est pas le gouvernement qui va tomber dedans, c'est nous tous qu'on va tomber dedans. C'est pour ça qu'il est important de devenir solidaire avec ce gouvernement et de nous accompagner avec vos conseils, avec votre aide, vos conseils et vos bénédictions. C'est un gouvernement qui est ouvert à des suggestions. Vous comprenez? Aussi. Quand on critique aussi, on aide. Non, si ce sont des critiques constructives, quand ce sont des critiques futiles et stériles, qui peut regarder ce gouvernement-là et dire que c'est un gouvernement inexpérimenté et c'est un gouvernement incompétent? Vous avez jamais vu au Mali ici un groupe plus compétent que celui-là? Dites-le-moi où vous l'avez vu. Ça n'existe, ça n'a jamais existé. Alors, avec des critiques stériles comme ça,
des gens pensent qu'ils vont retenir l'attention des populations. Les populations ont mieux à faire. Les populations pensent au nord, les populations pensent à leur nourriture, au prix de la nourriture, ils pensent à leurs enfants qui sont à l'école, ils pensent à leur sécurité, ils ne pensent pas, eux, à rentrer dans le gouvernement. Donc, arrêtons tout ça. Si ce sont des critiques qui... Oui. Et comment ils peuvent manger? Si ce sont des critiques qui construisent, ce gouvernement n'attend que ça de tout le monde. Donnez-nous, et surtout ceux qui disent qu'on est inexpérimenté, si on l'est, amenez-nous le produit de votre réflexion profonde, vous qui êtes expérimenté. On va l'appliquer si c'est constructif. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé du mot tout de suite, comment les Maliens cherchent à manger. On va demander à Madiba de vous poser une question sur comment vous entendez amener les Maliens à produire cette année, pour ceux du Sud que pour ceux du Nord qui sont occupés. Madiba. Justement, Monsieur le Premier ministre, s'il y a un domaine dans lequel le gouvernement a beaucoup travaillé, c'est surtout le domaine de l'agriculture. Et notamment avec l'approvisionnement des producteurs en intrants agricoles et en semences. Est-ce que ces mesures sont suffisantes pour éviter à notre situation, à notre pays, une situation alimentaire, comme c'est le cas actuellement? Ça veut dire que les mesures que nous avons prises sont nombreuses et très variées. C'est-à-dire que nous avons commencé d'abord à faire face à l'insécurité alimentaire qui sévissait dans le pays. Lorsque ce gouvernement a été formé, sur les 703 communes du Mali, il y avait presque 255 qui étaient au bord de l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, ce chiffre est réduit à 104 et nous continuons à travailler pour éliminer ça. Mais ce qui est surtout plus dangereux, c'est que les premières pluies étaient tombées et le gouvernement n'avait pas eu le temps de mettre en place, comment dirais-je, la subvention sur les intrants pour, comment dirais-je, l'année qui vient. Alors du coup, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, automatiquement a rencontré, n'est-ce pas, les gens qui fabriquent ces intrants et on a essayé de voir leurs problèmes parce qu'eux ne pouvaient pas nous aider dans la mesure où ils ont dit que les 2 dernières campagnes, l'État leur devait et que donc eux aussi devaient à leur banque. Sans que cela ne soit payé, ils ne pouvaient pas aller chercher des crédits. Je pense que nous avons convenu avec eux de les payer par échelonnement parce qu'il n'y a pas d'argent. Ce que je peux vous dire comme idée, c'est que dans ce programme de subvention, nous avons mis cette année déjà 36 milliards de francs CFA pour subventionner non seulement les engrais, les semences, surtout les semences de maïs hybride à cause de leur productivité. Et nous avons pris des semences de céréales aussi que nous avons données gratuitement à eux. Pas subventionnées, mais gratuitement aux zones où, à cause de la pluviométrie, la mauvaise pluviométrie de l'an dernier, il n'y a pas eu de production. Maintenant, au-delà de cela, je profite de cette occasion pour signaler que certains de nos amis, tels que l'Allemagne par exemple, en plus de la subvention que nous faisons, qui permet à nos gens d'acheter un sac d'engrais à 12 500, dans les zones comme Tombouctou et Hombori, il y a une liste de villes qui sont en ce moment sous occupation. La coopération allemande, les 12 500 autres que les cultivateurs devraient payer pour les engrais, a payé ça. Donc nous en avons pour à peu près 800 millions de francs CFA. Ça, ce sont des zones où ces cultivateurs peuvent, cette année, avoir leur engrais gratuitement. De la même façon, si vous allez dans les périmètres de Mopti, là-bas aussi, comment dirais-je, la Norvège, n'est-ce pas, aussi à concurrence de plus de 300 ou 400 millions, nous a permis de subventionner des engrais qui étaient aussi subventionnés, de façon à ce que les cultivateurs de ces périmètres puissent avoir accès à ces engrais-là à, comment dirais-je, à 0 francs. Alors, ce qu'il y a, les indicateurs, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez une zone comme la CMDT, la culture du coton, nous sommes déjà à presque 96% déjà d'application de ces intrants et tout, comparé à 20% à la même période l'an dernier. Donc ça veut dire que les choses sont en train d'avancer. Et pour ce qui concerne les céréales, je crois que nous sommes à plus de 65% déjà de distribution de ces engrais. Alors ce qui va se passer, l'idée que nous avons, c'est que l'an dernier, nous avons produit en termes de céréales dans ce pays, à peu près, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 6 400 000 tonnes, 418 000 tonnes à peu près. Et cette année, nous avons l'intention de produire 9 650 000 tonnes de céréales pour la production du coton
nous comptons partir de 445 000 tonnes à peut-être 500 000 tonnes, ce qui fait une augmentation de 55 000 tonnes de coton graine. Alors, tout ça, nous avons pris des précautions parce que c'est très important. Ça fait partie de nos avantages comparatifs dans notre pays. Mais, malgré toutes ces précautions, il y a quand même encore des dangers qui sont là. Nous avons la menace acridienne qui est en train d'arriver et qui prend ses origines dans les zones occupées. Nous sommes en train de prendre des précautions pour leur barrer la route. Alors, nous espérons pouvoir leur barrer la route, mais ça aurait été beaucoup plus probant si nous avions accès à ces criquets avant qu'ils ne développent justement l'instinct grégaire qui fait qu'ils vont manger tout ce qui est vert. Alors, mais nous sommes en train d'y travailler. Mais bien que, même après avoir fait tout ça, nous sommes dans une situation dans notre pays où un élément qu'il nous est indispensable de maîtriser si nous voulons faire de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture notre avantage comparatif, c'est la maîtrise de l'eau. Nous ne maîtrisons pas l'eau. Donc il faut qu'on continue encore à prier pour qu'il puisse pleuvoir de façon continue jusqu'à ce que les récoltes, les cultures arrivent à maturité. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris toutes les précautions que nous pouvons prendre qui sont sous notre contrôle, mais il y a d'autres qui échappent à notre contrôle, telles que la gestion de l'eau. Et puis, évidemment, la menace acridienne. Donc, à ce titre-là, il faut que nous continuions à utiliser la créativité et l'innovation qui sont des valeurs sûres pour essayer de barrer la route à ces deux menaces, la menace acridienne et la menace de sécheresse ou de saison de pluie interrompue. Nous sommes en train d'y travailler en pensant à ensemencer des nuages, en pensant à d'autres voies et moyens pour arrêter les criquets, et nous verrons le résultat. En tout cas, toutes les précautions ont été prises pour que l'année prochaine, nous puissions avoir vraiment une année de plénitude, une année d'abondance en ce qui concerne la nourriture. Et nous espérons que pendant ce moment-là aussi, nous serons en paix et que nous pourrons... Voilà, exactement. Réintégrer. Une dernière question, parce que tout cela, ça se fait dans la communication. Il faut communiquer avec la population, ce qu'on est en train de faire, et sur lequel il faut mettre beaucoup plus l'accent. Ça va être la dernière question de notre entretien avec Sékou Tangara. Voilà, Monsieur le Premier ministre, sur l'échiquier international, le Mali est très bien coté. À l'international, sur le registre de la presse et de la liberté d'expression. Mais depuis quelques jours, les confrères exercent la paire au ventre. C'est des hommes armés qui débarquent dans des rédactions, il y a des enlèvements, des agressions. Ouais. Est-ce que ce soir, au-delà des condamnations du gouvernement, vous pouvez donner l'assurance aux confrères que sous votre primature, les journalistes pourraient exercer en toute sérénité, en toute tranquillité? Mon cher ami, je rêve que de ça, que les journalistes puissent s'exprimer vraiment pleinement, sans aucune contrainte. Sans aucune contrainte. Et c'est triste à dire. Et en même temps, c'est quand même une chose dont je suis fier. C'est que chaque fois qu'il y a eu agression des journalistes, nous avons automatiquement ouvert des enquêtes. Et nous allons continuer à faire ça et à tout faire pour que ces agressions n'arrivent pas. Parce que souvenez-vous, ce n'est pas nouveau à notre pays. Hein. Je connais beaucoup de journalistes. Je connais Konaré, qui a été tabassé ici et laissé pour mort. Je connais Amidou Dragon et plein d'autres. Ça, ce n'était pas sous ma primature. Non seulement, et ça me fait mal au cœur, non seulement ils ont été tabassés, il n'y a même pas eu d'enquête. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que lorsque les journalistes sont tabassés, au moins le gouvernement fait des enquêtes. Le gouvernement fait des enquêtes et ça va être des enquêtes sérieuses. Et le gouvernement est en train de tout faire pour vous sécuriser. On va tout faire. Le drame, c'est que je ne peux pas mettre une garde rapprochée derrière chaque journaliste. Mais peut-être à défaut de cela, nous pouvons songer à une solution qui consiste à mettre au moins devant chaque salle de rédaction, au moins des gens pour vous protéger jusqu'à ce que vous rentrez dans vos voitures. Et d'ailleurs, c'est bon qu'on cause comme ça, parce que ça, c'est une idée qui nous est venue. Et le ministre de la Sécurité est là. Nous allons voir si nous pouvons faire ça. Mais croyez-moi, hein, nous n'avons aucun intérêt à ce que les journalistes ne puissent pas s'exprimer. Ce n'est pas un gouvernement qui est là comme le résultat d'une politique qu'on a menée. Nous sommes un gouvernement de mission. C'est spécial. Voilà, on est là spécialement pour une période déterminée, pour accomplir des missions déterminées.
Et ce gouvernement-là n'a aucun intérêt à s'attaquer, n'est-ce pas? C'est pour ça, lorsque la dernière attaque est arrivée avec Saouti, mon directeur de cabinet, quand il a reçu les journalistes, a dit à qui est-ce que cela peut profiter? Parce que ce n'est certainement pas mon gouvernement. Nous sommes déjà critiqués de partout, à tort. Pour tous les mots qui se passent, on est toujours critiqués. Ce n'est pas un tel gouvernement qui va aller encore ajouter des choses à tout ce qui est perception. Donc il faut que nous ayons, n'est-ce pas, la clarité d'esprit souvent de nous poser des questions. À qui peut profiter une telle chose? Parce que souvent l'apparence peut tromper. Hein. Surtout on vit à un moment où la perception devient la réalité. Les gens ne vont pas chercher loin. Aujourd'hui à Bamako, quand quelqu'un a levé, autrefois, il y a quelques mois, hein, c'était toujours le CNRDR. Ça pouvait être n'importe quoi. Vous pouvez vous déguiser, aller attraper quelqu'un, le bastonner, on va dire, bon, c'était un militaire, c'est le CNRD. Maintenant, on va bastonner des gens, ils vont à un moment donné dire, ah, peut-être c'est le gouvernement. Posez-vous la question de savoir en quoi cela profite à ce gouvernement. C'est votre rôle de sortir l'anguille de la roche. Notre rôle, c'est de vous protéger. Ça fait partie de notre rôle régalien. Et nous allons, encore une fois, nous n'allons pas faire d'économie, d'efforts pour faire cela. Et je vais tout de suite, à la sortie de cette enquête, m'entretenir avec le ministre. Je ne sais pas combien de rédactions, de salles de rédaction ou de salles de radio il y a à Bamako, mais demandons qu'au moins qu'un minimum d'éléments soient postés à ces endroits pendant les heures où les gens travaillent pour pouvoir donner une sécurité supplémentaire pour votre métier. Parce qu'effectivement, c'est un métier dangereux. Vous êtes censé dire aux gens la vérité et souvent la vérité ne plaît pas à tout le monde. Quel est le dernier mot que vous avez à dire à vos compatriotes qui vous regardent ce soir? J'accepte les critiques, je travaille, j'accepte les critiques positives, constructives, mais je ne suis pas contre les critiques et je veux avancer avec tout le monde. Je voudrais lancer un appel à mes compatriotes. C'est-à-dire notre grand peuple, chaque fois qu'il a subi des revers, a su trouver en lui-même la force morale, a su faire vibrer la fibre patriotique pour rebondir et la tête haute, aller de l'avant. Il est vrai que la crise que nous traversons aujourd'hui est inédite. Jamais notre peuple n'a connu un tel sort. Cependant, certes, la facilité nous est interdite. Notre devoir de génération est de transformer positivement cette triste opportunité en gravant nos noms de gloire sur les tablettes de l'histoire. Ce défi, nous allons le relever ensemble. C'est le lieu donc de remercier nos frères de la sous-région et nos partenaires à travers le monde qui nous ont porté aide et assistance. C'est quand on est à genoux, on est un genou à terre que l'on apprécie ses vrais amis et nous en avons beaucoup. J'ai cité ici au passage des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Chine, l'Égypte, il y en a beaucoup, la France. Donc il y en a beaucoup, on les remercie et nous osons pouvoir compter encore sur leur accompagnement. Notre pays a trébuché, ça je le dis à nos compatriotes, mais il ne s'effondrera jamais. J'ai foi en notre pays, j'ai foi au courage et à la détermination des enfants de notre pays, j'ai foi en son avenir qui ne peut qu'être radieux à condition que nous nous donnions la main pour colmater les fissures de l'édifice commun, c'est-à-dire notre pays. Alors donc, j'accepte volontiers les critiques. Toutes les critiques qui sont constructives sont les bienvenues. Et même les critiques qui ne sont pas fondées, je n'interdis à personne de les faire, mais je suis insensible à cela. Et surtout, je ne suis pas un cow-boy. Vous savez, il y a des gens, les politiciens, des fois, ils aiment jouer au cow-boy et à l'Indien, où les Indiens encerclent le cow-boy. Et on le distrait. Moi, je ne suis pas un cow-boy. Ces choses-là ne me touchent pas, ça ne m'intéresse pas du tout. On m'a confié des missions, les 2 missions, et avec l'aide de Dieu, nous allons les accomplir et y réussir. Merci. Merci à Monsieur le Premier ministre pour faire cette profession de foi. On vous attend dans l'action toujours continuelle pour effectivement, comme vous le dites, libérer le Nord, effectivement, organiser des élections pour que tous les Maliens se disent on est heureux parce qu'on est réunis encore une fois. Merci de nous avoir suivis à la fois sur la télévision nationale du Mali et sur Africable Télévision. Merci. Bonne suite de programme en compagnie de nos 2 télévisions nationales.